Bonjour à tous et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour parler de l'administration de l'État au prisme du principe de hiérarchie. Donc c'était un sujet où j'ai dû mettre 3 à 4 heures pour le rédiger, pour faire une synthèse de ce qu'il faut comprendre dans l'essentiel. Je vous fais lecture de mes travaux. Selon Olivier Goïd, le Premier ministre peut être décrit à la fois comme un nain politique et un géant administratif. Cette citation illustre relativement bien l'exécutif bicéphale de la Constitution de 1958 ainsi que la hiérarchie des autorités gouvernementales. Cette logique n'est pour autant pas absolue. En effet, cet état de fait est davantage dû au fait que le pouvoir constituant n'avait pas prévu les situations inédites qui allaient se présenter sous la Ve République. Si le président de la République est un géant politique, mais un nain administratif, il est de facto le chef de l'État, arbitre, et est en principe au-dessus des partis politiques, article 5 de la Constitution. Tandis que le Premier ministre est le chef du gouvernement et conduit la politique de la nation, article 20. Le principe hiérarchique implique que des autorités doivent respecter, au cours de leur mission, les directives de leurs autorités supérieures. Cependant, par souci d'efficience de l'action administrative, l'intégralité de l'action de l'administration ne pouvait pas se concentrer aux seules mains du pouvoir central. C'est pourquoi l'administration d'État se divise en deux branches, lesquelles sont les administrations centrales, c'est-à-dire le président de la République et l'ensemble des ministres, ainsi que l'administration déconcentrée. Corollaire de la centralisation, la déconcentration a pour objectif de donner des compétences à des agents de terrain représentants de l'État central. Mais à la différence des agents décentralisés, ils sont subordonnés au sens qu'ils demeurent soumis à l'autorité hiérarchique des autorités centrales. L'on peut ainsi résumer la hiérarchie de l'administration de l'État comme telle. Le président de la République à sa tête, puis le Premier ministre, puis les ministères, et les agents déconcentrés sous leurs ordres. On exclura dans notre analyse les services décentralisés. Le principe hiérarchique imposé aux agents déconcentrés traduit la volonté du pouvoir central de garder une mainmise sur l'action des agents de l'administration d'État. Même le président de la République n'est pas une autorité hiérarchique inattaquable, puisqu'il peut toujours faire l'objet d'un contrôle par le Conseil constitutionnel et du Conseil d'État. Dans un souci d'efficacité, les préfets sont contrôlés régulièrement au regard des politiques publiques établies à l'échelon central. La déconcentration vient ainsi corriger le millefeuille administratif, c'est-à-dire les lourdeurs administratives des autorités centrales, par application du principe de subsidiarité, loi ATR de 1992. En situation de concordance des majorités, le principe hiérarchique s'ensuit tel qu'énoncé supra, c'est-à-dire que c'est bien le président qui impulse les grandes orientations de la nation et dont le Premier ministre est chargé de les mettre en œuvre. Caricaturalement, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, François Fillon était même perçu par lui comme un simple collaborateur, expression très réductrice du rôle du Premier ministre. C'est même dénaturer le rôle du Premier ministre qui conduit bien la politique de la nation, et c'est en cela qu'il est le véritable chef de l'administration de l'État. Même s'il n'est pas le supérieur hiérarchique en principe, il est tacitement dans la pratique du pouvoir. Cette logique se vérifie d'autant plus en période de cohabitation, dans laquelle l'on voit bien une prééminence exacerbée du Premier ministre sur l'administration, non seulement en substituant quelques compétences dans les faits du président de la République, mais en réaffirmant véritablement son rôle de chef d'orchestre de l'administration. Il reste que chaque autorité de l'administration de l'État doit loyauté absolue à son supérieur hiérarchique. Il aurait ainsi difficile de savoir, en vertu du principe hiérarchique, à qui se référer. Le débat n'est pas tant de savoir si le principe hiérarchique est effectif, puisqu'il est globalement, mais celui d'en déterminer sa substance. Ainsi, la question qui pourrait se poser est celle de savoir comment s'exprime le principe hiérarchique dans le droit positif français et in fine dans l'administration de l'État. Si la Constitution prévoit expressément, à de nombreux égards, la hiérarchie des autorités administratives de l'État, donc avec sa tête le président de la République, il n'en reste pas moins qu'en réalité, c'est bien souvent le Premier ministre qui en définit les contours du principe dans la pratique du pouvoir. L'encadrement de la supériorité hiérarchique des autorités gouvernementales. Le doute quant à la hiérarchie des autorités gouvernementales pèse à la lecture de la Constitution. En tout point, certains constitutionnalistes diront que c'est le président qui en est à sa tête, érigeant les lignes directrices au Premier ministre, tandis que le Premier ministre et les ministres n'apparaissent que comme de simples exécutants. La prééminence du chef de l'État sur les autres autorités administratives. S'agissant du Premier ministre, il est nommé par
le président de la République à la suite des élections législatives. La situation normale et le fait majoritaire, cela montre bien un certain rapport d'autorité sur le Premier ministre. Nicolas Sarkozy a même renforcé cette logique en traitant François Fillon de collaborateur. En plus, le président peut également démettre le Premier ministre. Faut-il évoquer l'exercice des pouvoirs exceptionnels, article 16 de la Constitution, qui ne fait qu'exacerber la stature du président de la République. Conseil d'État, 1962, Rubin de Servan, cumulant la casquette politico-administrative pour une période donnée. S'agissant des autres ministres, qui sont les ministres d'État, ordinaires, délégués, secrétaires d'État, là encore la pratique du président de la République tend à démontrer qu'il est leur patron. Le président Chirac disait du ministre de l'Intérieur Sarkozy qu'il décidait, et lui, Sarkozy, exécutait. En réalité, les ministres pour des questions de carrière vont aller la plupart du temps dans le sens de la volonté présidentielle. Le général de Gaulle faisait même signer des lettres à ses ministres, sorte de contrat, qui prévoyaient leur démission en cas de non-application de la volonté présidentielle. Autre situation, en vertu de la théorie du parallélisme des compétences du droit public, le président peut les démettre, même si cela n'est pas expressément prévu par la Constitution. Peut-on aussi évoquer le commissaire du gouvernement, nommé aussi par le président dans la CNIL et l'AMF, qui traduit une immixtion des autorités gouvernementales dans les autorités administratives indépendantes, quatrième pouvoir pour certains. Les membres du gouvernement, véritables chefs d'orchestre de l'administration. S'agissant des autres ministres, l'on peut les analyser in fine comme subordonnés au Premier ministre, même si la Constitution ne dit pas nommément qu'il s'agit de leurs responsables hiérarchiques. Tacitement, on le devine à la lecture de l'article 20 et 21. Pour autant, parfois, les ministres agissent comme des chefs de service de leur administration, sans lien de dépendance avec le Premier ministre. Conseil d'État 1936, Jamard. Aussi, la hiérarchie n'est pas absolue, car l'ensemble du gouvernement peut sauter si une question de confiance est initiée. Article 49 de la Constitution. Tandis que le président de la République ne peut être démis de ses fonctions, d'autant plus exacerbé depuis la révision constitutionnelle du 23 mars 2008 avec la suppression de la Haute Cour de justice. S'agissant des autorités déconcentrées, certes, elles sont nommées par le président, article 13 de la Constitution. Concrètement, il s'agit des préfets, des maires ou des recteurs, dont l'ensemble de leurs décisions s'applique sur le territoire français en vertu de leurs compétences de principe. Article 1 du décret du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration. Mais c'est bien le Premier ministre qui détient le pouvoir réglementaire de droit commun. Tel est le cas en matière de mesures de police à caractère général, Conseil d'État 1973, Association culturelle des Israélites nord-africains de Paris, car la jurisprudence Labonne de 1919 du Conseil d'État est abandonnée sous la Ve République. Si le principe hiérarchique peut s'interpréter au regard de la Constitution comme la manifestation de la prééminence du président de la République, c'est en réalité le Premier ministre qui apparaît comme le véritable chef d'orchestre de l'administration de l'État, que ce soit sous l'angle théorique ou dans la pratique. La véritable prééminence du gouvernement dans la pratique du pouvoir. Il en découle logiquement un rapport de subordination des autorités déconcentrées aux autorités centrales à la lecture de la Constitution. Pire, cette prééminence du Premier ministre est accrue en période de cohabitation. La logique du Premier ministre en tant que chef d'orchestre de l'administration a renforcé sous la période de cohabitation. Le rôle du Premier ministre est d'autant plus exacerbé en période de cohabitation, car le président de la République est contraint politiquement à faire des concessions au gouvernement. En effet, le président va nommer le chef de parti en tête des élections législatives. Ainsi non prévues par le constituant, des pratiques se sont développées à compter des premières cohabitations avec le Premier ministre Jacques Chirac. D'une part, la tenue des séminaires gouvernementaux est devenue la norme sous Lionel Jospin. Il faut y voir un contre-pouvoir des conseils des ministres, donc une provocation au président de la République. D'autre part, les comités interministériels ont comme président de réunion le Premier ministre, dans lesquels sont élaborées les politiques ministérielles. Il faut y voir une substitution du Premier ministre au président de la République pour l'élaboration des politiques publiques. Pour autant, la situation de cohabitation a été atténuée par la révision constitutionnelle de 2000, alignant le calendrier électoral en passant du septennat au quinquennat. De l'empiètement n'est pas absolu puisque le président de la République conserve ses prérogatives issues de la Constitution. Pire, le président peut faire dysfonctionner l'appareil d'État. Certes, le président se voit contraint politiquement d'accepter la liste proposée par le Premier ministre. La pratique a démontré de fait qu'aucun président n'a réussi à intégrer des ministres de son bord politique dans les gouvernements. Mais par sa liberté de nomination des autorités administratives,
le président peut tout de même noyauter les ministères, conduisant ainsi à des blocages ministériels. Même sous cohabitation, la hiérarchie n'est donc pas absolue. L'application du principe hiérarchique aux autorités déconcentrées. La cohérence des services déconcentrés découle de la structure pyramidale. Le principe de hiérarchie implique que les autorités déconcentrées soient soumises aux injonctions des autorités gouvernementales. C'est ce qu'on appelle la phase ascendante du principe hiérarchique, c'est-à-dire qu'il faut remonter toute la chaîne hiérarchique au N+1 pour remonter les informations au gouvernement. La jurisprudence a confirmé le principe hiérarchique. Les rapports hiérarchiques existent toujours, même en l'absence de texte, puisqu'ils sont inhérents aux structures administratives. Conseil d'État, arrêt de section 1950, Keralt. Le principe hiérarchique n'implique pas un rapport vertical absolu, puisque les agents publics sont fondés à se retourner contre leurs supérieurs hiérarchiques. Néanmoins, la prééminence hiérarchique est telle que ces recours sont soumis à des conditions draconiennes. Par exemple, les agents publics ne peuvent pas contester les mesures relatives à l'organisation des services qui ne porteraient pas atteinte aux droits tenus de statut, aux prérogatives attachées à leurs fonctions et à leurs conditions d'emploi ou de travail. Arrêt de section du Conseil d'État 1993, syndicat national autonome des policiers en civil. Autre exemple, une demande d'annulation de mutation d'office n'a pas été reconnue à un seul syndicat de fonctionnaires d'intérêt pour agir, quand bien même le fonctionnaire est un représentant élu du syndicat et que ce